Salut à tous, ici Yann Darwin, finance et investissement, mais pas chiant. Aujourd'hui, je réponds aux questions qui fâchent. J'ai vu plein de questions, de commentaires, de messages privés, et même de vidéos qui commentent investdubai.com et qui posent des questions et qui soulèvent des problèmes ou des incompréhensions ou parfois des conneries parce que chacun a son opinion et parfois elles sont bonnes ou pas bonnes. Mon but dans cette vidéo, c'est pas de répondre, c'est tout simplement d'éclaircir tous les points et on va pas se cacher derrière notre petit doigt, on va également répondre aux questions qui fâchent. Voilà les grands thèmes aujourd'hui. Je rappelle ce qu'est Invest Dubai en 20 secondes, ensuite on parlera de pourquoi est-ce qu'on garde pas tout l'argent pour nous. Si on a un business aussi bien, pourquoi est-ce qu'on garde pas tout pour nous? On parlera des impôts, combien ça génère d'impôts, quel est le calcul du rendement, à quoi ça ressemble, est-ce qu'on peut optimiser fiscalement, est-ce qu'il y a une différence par rapport à l'immobilier en France, etc. On parlera des différences justement entre l'immobilier fractionné, la dette, les royalties, le crowdfunding, etc. On parlera des frais en détail et de comment est-ce qu'on se paye et comment est-ce qu'on gagne de l'argent. On parlera des valeurs ajoutées qu'on peut avoir pour vous, pour nous, pour toi, pour tout le monde, pour le marché. On parlera du marché immobilier à Dubaï. Est-ce qu'il est bien orienté? Est-ce qu'il monte? Est-ce qu'il descend? Est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est risqué ou pas risqué? D'ailleurs, on parlera bien sûr des risques et on parlera du change euro-USD, des points à connaître, de comment pas se faire éclater par les frais et est-ce que c'est intéressant d'investir en dollars. Alors là, ici, on investit en AED, en dirham des Émirats, mais qui est une monnaie qui tout simplement copier-coller, qui est pégée au dollar, c'est-à-dire que quand le dollar monte, l'AED monte du même montant et inversement à la baisse. C'est une monnaie qui est pégée au dollar. Et s'il y a encore des questions, je donnerai également le process, vaste programme aujourd'hui. Le but, c'est vraiment d'être transparent. C'est d'expliquer déjà ce qu'on fait, pourquoi on le fait, le marché de Dubaï parce qu'il nous passionne et parce que pour les gens qui veulent investir, c'est important de le savoir. Et également notre réflexion entrepreneuriale derrière la création d'investdubai.com et aussi notre gestion de risque, etc. Vraiment, le but, c'est d'être transparent. Pour les gens qui sont nouveaux ici, qui tombent sur cette vidéo parce qu'ils font des recherches sur Invest Dubai, Invest Dubai est un produit de Green Bull Group. Je suis un des vice-présidents de Green Bull Group et un des cofondateurs. Okay, donc, légitime, a priori, pour parler de ça et pour parler de ce qui se passe derrière le rideau et du pourquoi, du comment. En 20 secondes, investdubai.com, pour les gens qui vivent dans une grotte et qui n'ont pas entendu parler, c'est tout simplement de l'immobilier participatif. Okay, le site, c'est investdubai.com. Les liens sont autour de cette vidéo. Il y a la possibilité de tout simplement investir dans l'immobilier de façon fractionnée. Okay, on va participer à une partie du bien, plus ou moins grosse, suivant l'investissement, l'argent qu'on décide de mettre. On va tout simplement avoir une part des biens plus ou moins gros. Ce n'est pas un concept qui est inédit, ce n'est pas un truc qu'on a inventé, c'est un truc qui existe. Ce qu'on a inventé et ce qui n'existe pas, c'est que sur cette plateforme-là, il y a deux grandes possibilités. Le flip qu'on voit ici à gauche ou le hold. Okay, c'est tout simplement deux façons d'investir, deux styles d'investissement. Pareil, on ne les a pas inventés, ils existent, on les a simplement regroupés, on les a optimisés. Le hold, c'est quoi? C'est du locatif, c'est-à-dire on achète et on hold, on garde les biens. Et on fait du locatif et on redistribue les loyers, tout simplement, et on optimise. On verra après comment ça fonctionne, quelles sont les rentabilités, quels sont les frais. Le flip, c'est des opérations de marchand de biens, du flip. On achète, on revend, on achète, on revend, on flippe les biens, ok? On les rénove, on les améliore avec une stratégie très très spécifique. Dans le luxe, on en parlera également après. Donc, c'est ça la beauté entre guillemets de cette plateforme, en tout cas le pari qu'on fait, de proposer les deux. Pourquoi? Le flip, c'est rapide. J'achète, je vends, je suis rapide, j'ai de la vélocité sur mon cash et surtout je ne suis pas exposé pendant très longtemps au marché. Même s'il se passe un truc terrible, un flip c'est rapide. C'est-à-dire qu'il suffit que j'arrête de flipper, je récupère mon argent et c'est fini. Mais tout peut se casser la gueule, je suis sauvé. Le hold, au contraire, c'est une stratégie long terme, tel un investissement immobilier classique lambda en France. Je suis exposé au marché pendant plus longtemps, mais également j'ai peut-être un investissement qui est un petit peu plus passif, un petit peu plus papa-maman, même si les deux sont passifs, puisque ici on parle bien sûr d'investissement délégué. C'est nous qui gérons tout. On va également voir ça juste après. Donc il y a ces deux grandes possibilités, et ces deux grandes philosophies, et ces deux grands rendements, ces deux grands frais, ces deux grands fonctionnements. Tout est différent entre le flip et le hold. Ça reste de l'immobilier, fractionné, mais en effet, les structures ensuite, les rendements ne sont pas les mêmes. On va aller voir après. Ok ? Mais c'est ça la plateforme, c'est tout simplement la possibilité de faire du flip, la possibilité de faire du hold. Nous, on adore les deux.
On vient du monde de l'immobilier depuis très longtemps, les gens qui me suivent depuis longtemps le savent, les autres associés également dans la boîte. Aujourd'hui, on est très excité par le flip parce qu'on sait qu'il y a un très gros momentum sur Dubaï pour un vrai manque sur le marché, et on en parlera dans la partie marché immobilier à Dubaï, de biens d'exception, de biens de luxe. Donc en ce moment, on est très très excité par le flip. On veut flipper un maximum de biens. On a un objectif à court terme de 100 maisons parce qu'on sait qu'il y a une demande et on met une maison sur le marché, elle part dans la semaine, même si elle est chère, même si elle est très chère. Et d'ailleurs, je ne vais pas dire qu'on manipule le marché, mais on modifie le marché, on fait évoluer le marché aujourd'hui. On le verra également après. On a des agents immobiliers aujourd'hui qui nous disent: vous avez modifié, vous avez transformé le marché parce qu'on crée des produits qui n'existent pas pour des gens qui en ont besoin. Mais également, on adore l'investissement locatif classique. C'est aussi pour ça qu'on propose du hold, ce qui permet par exemple de réinvestir une partie de ses plus-values, ou ce qui permet d'être un petit peu plus plan-plan, tout simplement de toucher des dividendes. Ok, donc voilà, investdubai.com, j'espère que j'ai bien résumé, et bien sûr sur le site tout est expliqué, hein, et le site est traduit en français, en anglais, donc il y a un petit drapeau en haut, il suffit de cliquer. Ensuite, la question qui fâche. Ah, j'ai vu dans les commentaires, mais pourquoi Yann, pourquoi Green Bull, vous ne gardez pas tout pour vous? Si c'est une telle poule aux œufs d'or, si le marché est tellement bon, si le marché est tellement fort, pourquoi est-ce que, bon samaritain, vous laissez rentrer la communauté, les gens avec vous? Alors, on n'est pas du tout des bons samaritains. Il faut savoir qu'on est tout simplement des entrepreneurs et qu'on a une vision, ok? Pour ceux qui nous connaissent, la vision de Green Bull, c'est Together we achieve more. C'est notre petite phrase qui va bien. C'est notre slogan. Together we achieve more, c'est-à-dire ensemble on fait plus. Ensemble on arrive à plus, on va plus loin. Donc, déjà, premièrement, il faut savoir qu'on investit nous-mêmes, et à titre perso, et au titre de la société. Aujourd'hui, on a investi plus de 28 millions de dollars déjà dans l'immobilier à Dubaï. C'est pas pour rien que la première maison proposée sur investdubai.com, c'était MH8. Pourquoi 8 ? Parce qu'il y en a eu 7 avant, qui ont été faites en direct. Okay, donc, on investit nous-mêmes de façon massive. Mais on veut faire plus. On a une vision, tout simplement. Donc, pour arriver à notre vision et pour faire plus, pour retourner ce marché et pour profiter tout simplement de l'opportunité qu'on pense, on a 3 grandes stratégies. La première, c'est nous. Voilà, on investit, on continue, on réinvestit nos plus-values, et plus on a d'argent et plus on investit d'argent sur ce marché, nous, on se mouille, on y va. 2, c'est toi, c'est vous, c'est investdubai.com, c'est profiter de permettre à la communauté d'investir. Et d'ailleurs, la plateforme, elle vient pas, on l'a pas fait au doigt mouillé, genre tiens, on va faire une plateforme. C'est-à-dire que c'est une demande de la communauté. Ça date de nos structurations en private equity, de nos club deals à l'époque où les gens nous disent on veut investir avec vous, on veut venir, on veut être là. On a dit structurons une plateforme avec une licence, etc. Tout est sous licence, tout est déclaré à Dubaï, tout est méga propre. Ça coûte du temps, ça coûte de l'argent. Mais à force d'avoir la demande, on s'est dit on va mettre en place la plateforme. Comme ça, c'est clair, c'est propre, ça tourne tout seul, ça permet de scaler. On n'a plus besoin de gérer les gens individuellement un par un, ils y vont, ils s'inscrivent, ils passent un KYC, ils investissent, c'est automatique, les dividendes tombent, etc., comme n'importe quelle plateforme. Okay, donc, ça vient d'une demande de la communauté. Mais toujours est-il qu'en effet, stratégie 1, nous, stratégie 2, vous, toi. Stratégie 3, les institutionnels. J'avais eu la question d'ailleurs dans les commentaires, question très pertinente, pourquoi les institutionnels ne s'intéressent pas au marché de Dubaï de l'immobilier? Je peux te garantir qu'ils s'y intéressent. On a d'ailleurs pas mal de contacts, on est en train de closer des deals avec des institutionnels, des gestionnaires de fonds, des family office, et en effet, les tickets d'entrée sont très importants. On parle de 10 millions, c'est vraiment un minimum, 20, 50, 100 millions avec certains partenaires. Donc, c'est beaucoup plus long à structurer, mais la force de frappe est très supérieure. Mais nous, j'ai souvent coutume de dire, on ne fait pas du « ou », on fait du « et ». C'est-à-dire que le but, c'est d'avoir ces 3 stratégies, nous, vous, les institutionnels, et de mixer tout ça et d'accélérer. Pourquoi ? Parce que plus on améliore les biens, plus on améliore l'offre, plus on répond à la demande qui est aujourd'hui 10 fois supérieure à l'offre, et plus on génère tout simplement de l'argent, et plus on assainit le marché. Il faut savoir qu'on le verra après sur la partie marché, ici le marché n'est pas mature. C'est pas le marché français, c'est pas le marché américain, c'est pas le marché anglais. Le marché de l'immobilier ici n'est pas mature. Le pays a 50 ans. C'est-à-dire que 51 aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a 60 ans, ce pays n'existait pas. Pas de gouvernement, pas de fédération, pas d'émirat. C'était un putain de désert avec des chameaux. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un marché qui est nouveau,
qui n'est pas mature, qui bouge, qui est volatile, qui tire. Et quand il tire dans le bon sens, il y a de l'argent à faire, tout simplement. Donc c'est très clairement notre pari, ok? Oui, il y a des risques, et on va en parler plus loin. On fait en sorte de les mitiger un maximum, parce que c'est le principe tout simplement d'un investisseur, d'un entrepreneur, de baisser les risques et de maximiser le rendement. En tout cas, si là maintenant je dois faire un pari, et encore une fois, mes propos ne sont pas exclusifs, je ne suis pas noir ou blanc, mais si je dois faire un pari, je crois 100 fois plus aujourd'hui à l'attraction de l'immobilier à Dubaï qu'en France. Ça ne veut pas dire que l'immobilier en France est mort, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonnes affaires à faire en France. Ne polarisez pas mes propos, je sais que tu adores prendre une phrase au hasard et la remettre sur Twitter en disant « il a dit ça ». Je ne suis pas en train de dire que la France c'est nul, je ne suis pas en train de dire que les États-Unis c'est terminé, je suis en train de dire que l'attraction ici, elle est forte, elle est réelle. Et donc il y a une opportunité, ok ? Donc c'est pour ça qu'on utilise ces 3 stratégies pour viser plus grand, pour faire notre objectif de 100 maisons à court terme, ok ? Maintenant, parlons rapidement du process d'investissement avant de parler des impôts. Je sais que tout le monde attend les impôts, on va en parler des impôts. Mais juste le process d'investissement. Il y a quelque chose qui est très important à comprendre. C'est que quand on ouvre une maison, ok, on la complète. Et une fois qu'elle est complétée, elle est à 100%. Là, on vient de compléter la MH8. On achète. On n'achète pas avant, ok ? Et on le verra, et tu peux le voir quand tu vas sur le site et que tu vas te promener sur, tout simplement, tiens, on va aller jeter un œil. Tac, tu vas te promener sur les investissements. Ok, tiens, on va aller sur MH8 justement, voilà. Donc tu arrives, hop, tu as le descriptif, etc. Tu as une investment case que tu peux télécharger, on verra après, pour avoir les détails de comment, pourquoi. Et puis ça se complète, ok. Il faut savoir que tant que c'est pas à 100%, la maison n'est pas achetée. D'accord ? C'est le principe de l'investment case, le cas d'investissement. C'est-à-dire qu'on vise une maison dans ces prix-là, avec tant de rénovation, avec une revente à peu près à temps. Pourquoi ? Parce qu'on l'a déjà fait. Parce qu'on connaît, parce qu'on fait des projections, ça peut être 1% de moins, 2% de plus, etc. Mais on reste dans ce spectre-là, et on fait la levée de fonds. Et une fois que la levée de fonds est à 100%, on achète. D'où l'importance d'être prêt. D'où l'importance de funder vos wallets. Il y a des wallets sur le site, comme sur n'importe quel site, c'est toujours pareil. Je vais sur My Wallet, hop, j'ajoute de l'argent, et puis tout simplement, je peux ajouter de l'argent par virement, par carte bancaire, etc. Petite parenthèse, attention, il y a des frais de 2,55% par carte bancaire. C'est pas nous, c'est pas des frais qui vont dans notre poche, c'est des frais bancaires, ok ? Donc pour les petits montants, carte bancaire, c'est ok, mais pour les gros montants, préférez les virements. On en reparlera un petit peu plus loin dans cette vidéo, je te donnerai des tips de comment améliorer les virements pour pas avoir beaucoup de frais. Mon discours là, c'est pas celui-là. Mon discours, c'est d'être prêt. Mon discours, c'est d'avoir de l'argent sur son wallet ou de mettre de l'argent tout de suite pour faire en sorte de compléter le plus vite possible, en tout cas pour les gens qui veulent investir, le plus vite possible chaque maison. Parce qu'une fois qu'on est à 100%, on peut acheter. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que tant que la maison n'est pas complétée, on ne peut pas l'acheter. Okay ? Si elle met trop de temps à se compléter, tant pis, on l'achète nous et ce ne sera pas Invest Dubai qui l'achète ou alors ce sera un institutionnel, etc. Mais il faut savoir que voilà, il y a un timing. Si les maisons mettent 3 mois à se remplir, c'est pas un problème. On achètera une maison tous les 3 mois. Si elles mettent 2 semaines, on achètera une maison toutes les 2 semaines. C'est juste ce qu'il faut comprendre, mais les gens ne comprenaient pas. Je voulais clarifier. Il y a certaines personnes qui croyaient qu'on achetait d'abord et ensuite on faisait un espèce de refinancement avec la... Non, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire qu'on achète quand la levée de fonds est à 100%. Parlons des impôts. Parce que je crois que les impôts, tout le monde est intéressé, tout le monde est traumatisé par les impôts. C'est le truc, je sais pas, ça doit être la préoccupation numéro 1 des Français, les impôts. Combien est-ce qu'ils vont payer ? Alors moi, ce que je me suis amusé à faire, et ce qu'on va s'amuser à faire, c'est qu'on va s'amuser à faire des cas concrets. Déjà, je vais t'expliquer le spectre classique des impôts, comment ça fonctionne, comment tu es imposé en investissant sur Invest Dubai, quelle est la différence avec la France et quelle est l'optimisation fiscale, et ensuite on va faire des cas concrets. Commençons par là, tiens. Je vais faire des dessins. Commençons par comparer un investissement où je l'achèterais par exemple une maison en France, et puis la même chose à Dubaï. Okay, et je fais le même montage, c'est-à-dire on se met à plusieurs dans une société. On va créer une société ici, on va créer une société là. Alors ça pourrait être une SCI à l'IS, une SARL, peu importe, ok, où je m'associerais avec Jean-Jacques, Jean-Claude, ou alors un club deal où on serait une cinquantaine d'investisseurs. Finalement, c'est globalement la même chose. Donc, qu'est-ce qui se passe quand j'ai des revenus qui tombent, quand j'ai de l'argent, que ce soit via des loyers ou via une revente ? J'ai un flux d'argent ici. Donc là, attends, hop, on a la France. Ici, on a Dubaï. J'ai un flux d'argent. Et puis ensuite, je vais avoir les gens, les personnes physiques. Moi, Jean-Claude, Jean-Jacques, tous les associés, ok ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai un deuxième flux d'argent, ici. Ok ? Maintenant, où se situent les impôts ? Très simple.
En France, j'ai des impôts à tous les niveaux. C'est-à-dire que ici, impôt, première fois, sur le premier flux d'argent. Ici, une fois que je me sers de l'argent à titre perso, impôt. Ok? Maintenant, à Dubaï, il y a une différence. C'est que ici, il n'y a pas d'impôt. Voilà. Il n'y a pas d'impôt à l'étage de la société. D'ailleurs, il n'y a pas non plus d'impôt à l'étage des personnes physiques pour les résidents qui sont à Dubaï. Mais pour des résidents français, forcément, quand je vais avoir ce deuxième flux qui est ici, en effet, ici j'ai des impôts, les impôts français. Alors, les impôts français, ils ne vont pas rater les Français, c'est normal. Ces impôts-là, c'est quoi? C'est les impôts que tout le monde connaît, la flat tax, qu'on appelle vulgairement la flat tax, le PFU, le prélèvement forfaitaire unique, à 30%. Okay, les revenus qui arrivent ici sont considérés comme des dividendes de source étrangère, ils seront imposés à 30%. Mais tu n'as pas ce niveau d'impôt-là. Du coup, ça fait quelle différence? Ça fait une différence qui est notable. Ça fait qu'on peut servir un rendement bien supérieur. Je te l'ai dit, on n'a pas inventé grand-chose. InvestDubai.com, c'est finalement des concepts qu'on a mixés ensemble de façon intelligente. Mais je veux dire, l'investissement participatif, ça existe, le crowdfunding, ça existe, les redevances, les royalties, les club deals, tout ça, ça existe. Mais pourquoi on peut servir un meilleur rendement? Tout simplement parce qu'on a un levier fiscal. Au lieu de payer 2 fois des impôts, on n'en paye qu'une fois. Donc forcément, le rendement qu'on va servir est meilleur. Je fais une parenthèse, on va revenir sur les frais après, on va les décortiquer, mais j'avais eu des questions dans les commentaires. Est-ce que les frais, les rendements que vous affichez sur le site, après il y a des frais? Non. Les rendements qu'on affiche sur le site sont nets. Sont nets de tous les frais. C'est-à-dire que les rendements qui sont affichés sur le site sont les rendements qui seront versés dans ton wallet. Il n'y a pas de frais cachés, de machin. Il y a des frais, on va les voir, ils ne sont pas cachés. Ils sont avant. Le rendement qu'on affiche est net. Pourquoi? Parce que justement, on a ce levier fiscal, on a cette optimisation. Ce n'est pas d'ailleurs le seul levier qu'on a. On a un marché qui fonctionne bien, on fait les choses intelligemment, je vais en parler après, des stratégies. Mais on verse le rendement net. Le seul niveau d'impôt va être en France. Puisque, oui, c'est la France, c'est normal. Tu es français, quand tu habites en France, tu es fiscalisé. Maintenant, je me suis amusé, du coup, à faire un petit Excel. Parce que c'est toujours rigolo de calculer. Ok? Et je me suis amusé à comparer, puisqu'il y a plein d'autres acteurs. Et alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les plus gros. Je ne cherche pas à faire des comparaisons, je ne cherche pas à taper sur un ou l'autre acteur. Okay, qu'on soit bien clair, encore une fois ici. Je cherche tout simplement à comparer, à me mettre dans les bottes d'un investisseur qui veut investir. Et qui se dit, moi je veux faire de l'immobilier fractionné, participatif, peu importe le terme utilisé, des club deals. En gros, je me mets avec d'autres gens pour investir dans l'immobilier. Qu'est-ce qu'on lui propose sur le marché à cette personne-là? On lui propose des prestataires ici de crowdfunding, comme par exemple WeSeed, qui est un des plus gros, où on voit, voilà, il y a des biens, je peux investir dessus, ou on propose éventuellement des formats comme ici en royalties, comme Brix, où ça ne va pas être du crowdfunding, ça ne va pas être de la dette, ça ne va pas être de l'investissement en co-investissement, où tu vas être actionnaire, ça va être un contrat de royalties. On va comparer tout ça, ok? Donc j'ai pris ces deux gros acteurs pour voir ce qui se passe. Et j'ai pris à peu près la moyenne de ce qu'ils nous proposent. C'est-à-dire que là, si je me promène sur le site de WeSeed, on voit que oui, les rendements qu'on nous propose ici, c'est 10% annuel, 9% annuel, 9%, 9%, 10%, 9,5%, 10%, etc. On est aux alentours de 10%. Je vais être gentil, j'ai pris 10% dans mon comparatif, ok? On va dire qu'ils nous versent à peu près 10%. Après, je suis allé sur Brix, j'ai regardé également. Alors là c'est un petit peu tricky, il y a deux montants. Il y a la rentabilité brute, machin, et puis ce qu'on nous reverse. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on nous reverse. Donc 5, 4, 6, 5, 6, 5, 6, 4, 3, 3, 5, 4, 3. Bon, voilà, on est dans ces niveaux-là. Donc pareil, j'ai pas voulu prendre le plus bas, j'ai pris plutôt le plus haut, et je me suis dit qu'on allait prendre 5%. Ok? Donc c'est parti. On va calculer maintenant le net. Nous y voici, nous y voilà. Donc, j'ai du coup comparé notre 15% facial, de rendement net versé, contre les 10% d'un crowdfunding, type WeSeed, mais ça peut être n'importe lequel, ou d'un 5% de redevance, type Brix, mais ça pourrait être encore une fois n'importe lequel. Quand on met les impôts dans les 3 cas c'est les mêmes, c'est la flat tax, donc on va enlever 30%. Donc nous, sur notre 15%, on verra après, parce que je pense qu'on fait mieux que 15%, mais
pareil, c'est pas compliqué, j'ai pris le meilleur cas contre le pire cas. Comme ça, on a une vraie, tu vois, on va pas dire Yann, t'es dans le mieux, etc. J'ai été vraiment objectif. Ça nous donne 10,5 quand on enlève 30%. Dans le crowdfunding, ça nous donne 7. Et dans la redevance, ça nous donne 3,5 qu'on nous reverse. Autant dire que j'ai du doute à aller vers un livret A. Allez, en faisant les calculs, je me suis dit qu'on allait s'amuser à faire 5 flips. Ok ? Puisque investdubai.com, je peux faire du flip. Je me suis dit, tiens, je vais prendre une somme de départ. Attends, on va pas mettre 100 000, on va mettre 25 000. Tout se calcule automatiquement, hein, j'ai mis les formules. Donc, je vais investir 25 000 dans les 3 plateformes. Avec Invest Dubai, je vais faire un flip, puis un deuxième flip, puis un troisième flip. Avec WeSeed, je vais investir sur un premier bien, un deuxième bien, un troisième bien. Et avec Brix, je vais investir sur un bien, je vais le garder 5 ans par exemple. Ok, donc vraiment, le but c'est de voir sur 5 ans ce qui se passe. En gros, avec ces rendements là-haut, d'accord ? Ces rendements nets d'impôts. Une fois que j'ai payé, qu'est-ce que j'ai dans ma poche ? Donc avec les 25 000, première année, 27 600, 26, 25, année 2, année 3, année 4, année 5. Et je me suis amusé à calculer le delta, parce que ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que quand les rendements finaux sont différents, ça fait quand même une sacrée différence, quoi. C'est-à-dire que pour 25 000 euros investis, ici j'ai 41 000 ou 35 en crowdfunding, 29 en redevance. C'est-à-dire que j'ai un delta en euros de 6 000 ou de 11 000. On parle de net une fois les impôts payés, hein. C'est-à-dire que j'ai 15% de delta, voire même 28% quasiment, 27,9% de delta de différence de rendement dans ma poche une fois que j'ai tout payé. Voilà. Ça, pourquoi ? Parce que c'est tout simplement composer les choses. Parce qu'on pourrait se dire, ouais, entre un 10 et un 5, il n'y a pas une grande différence. En effet, il n'y a pas une grande différence. Sauf que quand je viens composer et réinvestir, la différence est massive. Première chose. Maintenant, quand je mets des sommes un petit peu plus importantes, juste parce que ça parle un petit peu plus au cerveau, on se rend compte qu'à la fin, je veux dire, attends, je te parle de 100 000 d'investis, j'ai 45 000 de différence. C'est la moitié quasiment de la somme de départ en différence perdue. Et là, ici, un quart. Tu vois, moi, ça me parle plus quand je vois ça que quand je vois des pourcentages, personnellement. Ensuite, il y a encore 2 choses que je voudrais mettre en avant, mais pareil que je laisserai à l'appréciation de chacun, c'est de s'amuser à jouer avec le rendement facial, parce que là, on a mis 15, mais ça peut éventuellement être 20 sur certains résultats, sur certaines maisons, sur certains flips. La MH8, je pense qu'on va être plus proche de 20 que de 15, c'est-à-dire que nous, notre but est d'atteindre 15, on s'engage sur 15, c'est-à-dire que si on n'atteint pas 15, on est mauvais et on s'excuse et on dit les gars, on s'est raté. Mais en vrai, on vise plus, bien sûr. Ça nous permet d'avoir un petit buffer. Toujours est-il que quand on met 20, on se rend compte que la différence, elle est idiote. C'est-à-dire que 100 000 $, ok, ou 100 000 euros, peu importe, hein, investi, donne 192 au lieu de 140, au lieu de 118, ça fait 73 de différence, ça fait 73% de la somme de départ en différence ou 52% de la somme de départ en différence. C'est fou, ok ? Mais attends, restons à 15. Restons à 15, ne soyons pas foufous, ok ? Deuxième chose que je voudrais dire, et également qu'il faut comprendre. La beauté du flip, c'est pour ça que le flip, moi, aujourd'hui, pour être très transparent, m'excite plus que le hold. Le hold, pour moi, c'est une stratégie plus papa-maman, plus retraite. Ok, je fais du locatif. Le flip, moi, ça m'excite parce qu'il y a du cash, parce que voilà, je fais tourner mon argent rapidement. La beauté du flip, c'est que le flip, suivant certains facteurs qui sont assez simples, le facteur le plus important étant l'état locatif de la maison. Si on achète une maison louée, il faut faire sortir le locataire. Alors à Dubaï, c'est très simple de faire sortir un locataire. Enfin, très simple. Il suffit de lui donner un préavis de départ, un ordre entre guillemets de départ, et il va devoir sortir dans 1 an. Les maisons qu'on achète, forcément, on fait en sorte de les acheter vides. Okay ? Ou alors, on fait en sorte de les acheter avec ce fameux préavis de départ qui a déjà été donné par l'ancien propriétaire. Parce qu'on ne veut pas attendre 1 an avant de commencer à rénover. Si on attend 1 an avant de commencer à rénover, on rénove à peu près et on revend à peu près tout compris en 8 mois. Ça fait une sortie de projet à 18 mois. Ça, c'est le pire des cas. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on essaie d'acheter libre. Si on achète libre, ça fait une sortie de projet aux alentours de 8 mois. Okay ? 10 mois s'il y a du retard, 6 ou 7 mois si on arrive à vendre sur plan ou si on est un petit peu intelligent. Chose qu'on va aller vers ça de plus en plus. Mais restons dans les moyennes 8-10 mois. Okay ? Ce qui veut dire qu'en réalité, là, mon année 5, c'est pas l'année 5. C'est juste que j'ai fait 5 flips. Mais ça se trouve, mon année 5, c'est mon année 3 ou mon année 4 ou quelque part entre les deux.
Donc ça veut dire que ce chiffre-là de 164 000, dans mon exemple, bah, ça se trouve, il est en année 3. Ou allez, en année 4. Donc le delta est encore plus important. Bref, encore une fois, il y a des buffers partout dans ce fichier Excel. J'ai pas voulu dire on est les meilleurs, on est les plus forts. C'est pas mon discours. Mon discours, c'est un discours d'investisseur en disant froidement combien ça rapporte, quels sont les risques, quel est le rendement potentiel, quelle différence ça fait pour moi. Ok ? Voilà pour la fiscalité. Donc, on a vu l'optimisation fiscale, il y a de la fiscalité qui a un étage au lieu de deux. On a compris qu'on était imposé à la flat tax. Alors, j'avais des questions sur la déclaration également. C'est très simple, ce sont des revenus de capitaux mobiliers de sources étrangères. Ça se déclare dans la 2047, il y a une case pour ça. Il suffit de reporter les revenus de capitaux mobiliers de sources étrangères. Ce qu'on fera également en fin d'année fiscale, c'est qu'on enverra le petit relevé des sommes qui vont bien, avec exactement les revenus que tu as touchés dans l'année, et puis il suffira de reporter cette somme dans la 2047, dans les revenus de capitaux mobiliers de sources étrangères. Et puis ensuite, les impôts font leur taf, ils savent le faire. J'ai eu des questions également sur est-ce que je peux investir en société ? Oui, on peut investir en société. À ce moment-là, les impôts changent. C'est plus les impôts, la flat tax, puisque tu n'es pas une personne physique, tu es une personne morale. Donc ce sera les impôts de ta société. Le plus souvent, les gens qui investissent en société sur Invest Dubai sont intéressés pour investir avec une SCI ou une SAS, une SARL, une holding, quelque chose de patrimonial. Le plus souvent, cette société est à l'IS, donc elle sera fiscalisée à l'IS. Ça améliore d'ailleurs encore le rendement, puisque à l'IS, tu sais qu'il y a les deux tranches, une tranche à 15, une tranche à 25%. Donc déjà, la tranche à 25, elle n'est pas à 30, elle est à 25. Et tu as la tranche à 15 également qui permet encore de diminuer les impôts. Donc les impôts réels sont encore inférieurs. Donc le rendement qu'on vient de voir avant est encore supérieur. Mais pareil, je ne veux pas aller dans le cas magique. Tu t'amuseras à faire les calculs toi-même. Ce n'est pas des calculs qui sont compliqués. Il suffit d'enlever 30% ou 15%, 25% et de voir ce qui se passe. Tout simplement, voilà. Ensuite, il y a encore une différence dont je voudrais te parler sur la différence avec les produits de crowdfunding, les produits de redevance. Nous, ce qu'on fait, c'est de l'immobilier fractionné. C'est ça le terme. C'est-à-dire que tu es propriétaire du bien via ce qu'on appelle une SPV. Okay ? SPV, Special Purpose Vehicle. Okay ? C'est une société avec un but unique. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est qu'on crée une société, on met tous les investisseurs à l'intérieur et cette société a pour but unique et fait exclusivement une seule activité qui est d'acheter le bien et de faire ce pourquoi elle est créée. Donc dans le cas d'un hold, de rénover, de louer, de faire la gestion locative, de redistribuer l'argent. Dans le cas d'un flip, de rénover, de vendre et de redistribuer l'argent. Okay ? Dans cette société, dans cette SPV, uniquement sont présents les investisseurs. Même investdubai.com n'est pas là. Même Green Bull Group n'est pas là. Sauf si on investit sur le bien. Mais il n'y a que les personnes qui ont investi, qui ont participé à la levée de fonds, qui sont dans cette SPV. Okay ? Ce qui veut dire qu'à la fin, s'il se passe un problème, admettons, je ne sais pas, investdubai.com disparaît, tous les cofondateurs meurent dans un crash d'avion, puis il n'y a plus personne, tout ce que tu veux, vois le pire scénario du monde, tu es co-actionnaire dans une entreprise qui détient une maison de luxe, par exemple, avec, 100, 150 autres investisseurs. Il se passe quoi ? Vous vendez le bien, terminé, quoi. Imaginons qu'il y ait une saisie bancaire. La banque saisit, hop, elle se rembourse, elle vend le bien, etc. Donc, le niveau de sécurité qu'on peut avoir pour un investisseur est maximal. C'est-à-dire que tu as un droit réel, ce qu'on appelle un droit réel sur le bien, via cette SPV. Okay ? Dans les crowdfunding, les montages en crowdfunding, le plus souvent, ça va être de la dette. Okay ? Ça veut dire que tu vas faire un prêt via souvent une obligation ou un contrat de prêt à une entreprise qui va construire un bâtiment, rénover un bâtiment, etc. Donc tu n'es pas propriétaire. Certes, tu as un rang qui est assez élevé dans la cascade de remboursement, mais tu n'es pas propriétaire par A plus B légalement et tu n'es pas non plus le plus prioritaire. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien, je dis juste que c'est différent et c'est pas ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on n'a aussi pas choisi de faire ça. Et dans les modèles de redevance, comme Brix ou comme plein d'autres, c'est encore autre chose. C'est un contrat de royalties. C'est-à-dire que ce n'est pas une partie du bien ou de la SPV, ce n'est pas une dette, c'est un contrat qui dit que tu as droit à une part des revenus, qu'on appelle des royalties, tout simplement. Donc pareil, tu n'es pas propriétaire du bien, tu n'es pas en dette, tu es encore beaucoup plus loin pour le coup dans la cascade des paiements si quelque chose se passe mal. Donc on a vu, tac, on en est là. Les frais en détail, ça c'est croustillant, ça tu vas aimer. Les frais
Comment est-ce qu'on gagne de l'argent? Où sont les frais? Où est-ce que ça se situe? Alors, on va aller sur le site, tout simplement, parce que tu vas voir que tout est très bien expliqué, mais je vais les éplucher. On va voir les deux cas, ok? Hold ou flip. Où sont les frais et qu'est-ce qui se passe pour l'investisseur? Donc, sur le hold, donc là, on est sur le projet de hold, d'ailleurs, qui vient d'ouvrir hier, qui est déjà fundé à 34%. Merci à tous les gens qui nous font confiance et bienvenue à bord. À chaque fois, on a une page qui nous explique toutes les infos, etc. On ne va pas non plus s'éterniser. Pour moi, les infos les plus importantes sont ici. Ok, rental yield. Je t'explique ce qu'elles veulent dire. Gross yield. Alors, je suis désolé, la plateforme est en anglais. Le site facial investdubai.com, tu peux le mettre en français. Mais là, le back-office, une fois que tu es logué, c'est en anglais et tout simplement pour des questions légales. Encore une fois, c'est quelque chose qui est régulé à Dubaï. Donc, pour l'instant, c'est en anglais. On est en train de se battre pour faire la traduction, mais ça se fait, voilà, dès que c'est régulé, tu sais que ça se fait pas tout seul, etc. Donc désolé pour les gens qui parlent pas très bien anglais, on n'a pas le choix, on est très conscient, ça avance et ça va arriver. Gross yield, c'est tout simplement le rendement brut, ok? Donc c'est comme si en France, je te calculais un rendement brut, ok? Donc là par exemple, il est de 17,38 sur ce bien-là. Expected dividend yield, ça va être le rendement net redistribué, net de frais. Okay, ça veut dire que ça, c'est vraiment ce dont je parlais tout à l'heure, les sous nets dans la poche de l'investisseur, ce qui va être versé dans son wallet, 10,82% ici. Okay. Voilà, tout simplement. Ensuite, 5-year expected return, ça va être à la revente du bien. Alors, des gens disent que c'est trop important, c'est pas assez important, etc. Moi, perso, quand j'investis sur ce genre de locatif, je ne regarde même pas ça. Je ne me pose même pas la question est-ce que je vais revendre plus tard plus cher, etc. Alors là, à Dubaï, bien sûr, les prix montent en ce moment et il y a une vraie demande. Donc, bien sûr qu'on espère vendre plus cher. Mais moi, ce qui m'intéresse tout de suite quand j'investis, c'est surtout cette partie-là, c'est-à-dire combien je vais avoir dans ma poche. À partir de ce moment-là, je peux m'amuser à calculer mes impôts. Je te rappelle que si je suis français, ça va être 30%. Donc, je vais faire 10,82 moins 30%, ça va faire du 7 et quelques, plus de 7, 7,5 net, sans rien faire, délégué. Tu vois, déjà, net en France, en le faisant soi-même, ça commence à être un bon investissement. Là, tu vois, bon bref, c'est pas la question. Les frais. Alors, plein de gens m'ont dit, ok, on comprend pas les frais, etc. Alors, je vais les expliquer, c'est très simple. Mais c'est sûr que quand tu ne connais pas comment fonctionne l'immobilier à Dubaï, il y a des chances que tu ne comprennes pas. Pour purchase cost, ok, donc investissement amount, ok, combien on investit? Purchase cost. Les purchase cost, c'est quoi? C'est globalement tous les frais d'achat, et c'est en France qu'on appelle globalement les frais de notaire et les frais d'achat. Je te les détaille un par un. Land Department Fee, c'est les frais de notaire, ok, c'est la partie impôt de l'achat, ok. Alors c'est pas les frais de notaire parce que c'est pas un notaire, c'est la partie impôt. Tu sais, quand on dit frais de notaire en France, on croit que c'est le notaire, mais en gros 80% des frais de notaire c'est des impôts. Bon c'est ça, l'end département de fee c'est des impôts, ok. Donc tu vois, il y a des impôts à Dubaï. D'ailleurs, techniquement c'est pas des impôts, c'est des taxes, ok. Donc c'est une taxe de 4%, l'end département de fee. C'est comme ça, on peut pas faire autrement, c'est légal, on n'y coupe pas. Toutes les ventes à Dubaï prennent 4% de l'end département de fee. Ensuite on a le brokerage fee. Brokerage fee 2,1%, c'est quoi? C'est tout simplement les frais d'agence. Okay, donc ça, c'est l'agence, elle prend 2,1%, comme en France, les agences prennent des frais. Trustee fee, c'est, on va dire, des frais qu'on pourrait classer comme frais d'avocat. Okay, frais de notaire pour le coup, mais la partie notaire, la partie enregistrement. Okay, donc ça, pareil, c'est des frais légaux, on ne peut pas y couper. Le DOA Deposit, alors ça, c'est rigolo. Quand on ne connaît pas, pareil, on ne sait pas ce que c'est. C'est le DOA ici, c'est le service de l'eau. Okay, c'est le service qui gère eau, etc. et électricité. Donc c'est tout simplement pareil, un dépôt qui est obligatoire quand on achète un appartement ou une maison. On a deux barème appartement ou barème maison, et c'est un dépôt qu'on est obligé de faire quand on achète un bien. Et quand on revend le bien, on est remboursé, tout simplement. Mais voilà, c'est une espèce de dépôt de garantie. Pareil, on ne peut pas y couper. District Cooling Deposit, c'est la même chose pour la climatisation. Furniture Cost, c'est tout simplement les meubles, puisqu'on loue des appartements meublés, le plus souvent de courte durée, donc il y a des coûts de meubles. Okay, Renovation Cost, forcément, c'est les coûts de rénovation. DIFC et NOC Fee, pareil, ça c'est des coûts légaux, c'est des documents qu'on doit sortir obligatoirement, des non-objection letters, etc. SPV Registration, c'est la création de l'entreprise, de la société, de la SPV que j'ai expliqué tout à l'heure. Et Other Transaction Adjustment, c'est quand on se plante un petit peu, il y a 3000 dirhams, ce qui correspond aux alentours de 800 € à l'heure actuelle, de coûts imprévus, tiens, ça on n'y avait pas pensé, etc. Ensuite, quand on va ici dans les Transaction Costs, c'est donc le frais d'entrée de Smart Crowd,
1,5% et 5% de TVA. Tu vois, comme quoi à Dubaï, il y a des taxes. Donc, en vrai, les vrais frais, parce que ce qui intéresse les gens, c'est toujours pareil. Ah, mais comment vous gagnez de l'argent? Bah, les vrais frais qui nous intéressent, nous, c'est les 1,5%. Ok. Tout le reste ne sont que soit des taxes, soit des frais pour pas venir à l'achat du bien, exactement comme en France, frais de notaire, etc. Comment sont ventilés pour être extrêmement transparents ces frais-là? Smart Crowd, 1,5% à l'entrée, et là on ne voit pas les frais de sortie, il y a 2,5% à la sortie, c'est-à-dire qu'à l'achat du bien, il y a 1,5%, et puis dans 5 ans, dans 10 ans, dans 7 ans, ça dépend à chaque fois comment ça va se passer, il y a des frais de sortie de 2,5%. Comment ils sont ventilés? Ils sont tout simplement à 50-50 avec Smart Crowd et nous. Il faut savoir que Smart Crowd, c'est une plateforme qui existait avant, sur laquelle on s'appuie pour 2 raisons. La première, c'est la tech, ça nous évite de refaire toute la tech, etc., le back-office. Donc on est associé avec eux. Et la deuxième, c'est les licences. Pareil, pour avoir une licence à Dubaï, comme dans tous les pays, c'est long, compliqué, cher. Il faut montrer patte blanche, déposer des garanties, etc., etc. Donc on est passé par eux également qui ont déjà la licence, ce qui fait qu'on est dans une association. Okay. Donc ça nous donne le coût total d'acquisition. Là, on a le nombre de shares, c'est tout simplement en combien on découpe l'acquisition, le prix de chaque part, etc., etc. Ça nous donne un total. Voilà comment fonctionnent les frais sur du hold. Okay. Ensuite, on m'a parlé d'autres types de frais. Oui, parce que là, on a acheté le bien. Après, il faut le louer, forcément. Quand on loue le bien, on a des revenus par an, donc qui sont bruts, ici, des loyers. On a des service charges. Alors, c'est quoi les service charges? C'est les tours qui facturent des charges. Tu habites dans une tour, par exemple, moi ici, tu as des ascenseurs, des gens qui font le ménage, des concierges, la sécurité, la piscine, la salle de sport, etc. Tout ça, ça coûte de l'argent. On facture des charges aux propriétaires, comme des charges de copro en France. C'est tout simplement des charges de copro. Ça nous donne ensuite, donc si on continue le calcul, un net, moins les charges. Et ensuite, on a des coûts ici. Dans les coûts, on a le property management. Alors, certaines personnes ont dit wow, 18%, c'est super important pour du property management. Donc ça, c'est tout simplement la gestion locative, okay, comme en France, la gestion locative. Il faut savoir que là, on fait de la courte durée pour améliorer le rendement. 18% de gestion locative en courte durée, dis-moi combien elles prennent en France les conciergeries de courte durée, et je pense que c'est plutôt compétitif. Okay, donc oui, property management 18%, je suis absolument pas choqué. Pareil, c'est pas nous qui touchons cet argent, ça va aux gestionnaires locatifs, justement aux conciergeries, qui s'appellent pas conciergerie ici, qui font la courte durée, tout simplement. Ensuite, dans les frais, on a l'assurance, comme en France. On a les frais de maintenance, pour tout ce qui peut être cassé, menu, réparation, changement de meubles. Et donc, ça nous donne, après, les dividendes qu'on va être capable de repayer, enfin de verser, et ça nous donne tout simplement le rendement net. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on arrive à calculer le rendement net. Et en effet, étant donné qu'on optimise le bien, qu'on le meuble, qu'on le loue en courte durée, qu'il n'y a pas... Alors tu as vu, il y a des taxes, mais il n'y a pas d'impôt au sens impôt du terme comme en France, ça nous permet d'arriver à un rendement de 10% reversé net aux actionnaires. J'insiste, il n'y a pas de frais sur ces 10%-là. Enfin, les frais ont été pris avant. On arrive à ces 10% grâce au rendement net de frais. Donc ça, c'est pour le hold. J'espère que j'ai été clair. Maintenant, on va aller sur le flip. Okay, le flip, c'est structuré autrement. Forcément, c'est une opération de marchand de biens. Donc, on y va. Donc, pareil, sur chaque flip, tu as l'investment case, etc. Blablabla. D'ailleurs, quand tu vas dans l'investment case, tu l'ouvres. Alors, tu l'as en français ou en anglais. On l'a mis dans les 2 langues. Donc, tu arrives là-dessus. Donc, on t'explique tout, le marché immobilier, pourquoi on fait ça, comment on fait ça. Et la partie des frais, on y va. Elles sont là. Donc, c'est pas ventilé pareil, forcément, puisqu'on est sur un flip. Donc, on a l'achat de la maison. Ok, purchase. Pas de problème. Ensuite, on a les transferts, transfer cost, DLD, trustee. Tiens, t'as vu, ça te rappelle quelque chose. On l'a expliqué juste avant. Le DLD, les taxes d'enregistrement, les espèces de frais de notaire. Le trustee, la partie enregistrement notaire légal. Ok. Brokerage fee, on en a déjà parlé, c'est les frais d'agence. NACI, l'extension. Alors, qu'est-ce que c'est l'extension? Il faut savoir que quand on fait des villas, il y a des petits jardins. Tu l'as vu, si tu me suis sur les vidéos, je suis en immersion, on va filmer les chantiers, ou si tu me suis sur Instagram, si tu suis Jérôme, on filme souvent, si tu suis l'Instagram d'investdubai.com, on filme les maisons. Quand elles sont à leur état original, tout pourri, dégueulasse, les jardins sont trop petits. Ce qui fait qu'on doit acheter des extensions. Ici à Dubaï, suivant les endroits, etc., tu peux acheter des extensions. C'est-à-dire tu dis au promoteur, ok, là il y a un chemin, ou là il y a un truc qui sert à rien, là il y a mon jardin, je veux acheter, je sais pas moi, 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, 500 mètres carrés de plus.
Donc c'est tout simplement ce coût-là, l'achat des extensions, pour améliorer la maison. Ensuite, General Indoor Work, c'est tout simplement la rénovation intérieure. Outdoor, c'est tout simplement la rénovation extérieure. Donc tu vois, piscine, barbecue, etc. etc. Materials, tiles, sanitary, appliance, garage door, etc. Pourquoi material, donc les matériaux, ne sont pas dans General Indoor Work? Tout simplement parce qu'on optimise. On met du levier partout où on peut. Ici, on ne gère pas notre contracteur en leur disant « Fais-moi du clé en main, Coco, vas-y, je te fais confiance ». On leur fait confiance, bien sûr, ils sont très bons dans ce qu'ils font, mais on achète nous-mêmes les matériaux. Et au fur et à mesure du temps, on améliore et on améliore et on améliore. Déjà, on fait des économies d'échelle parce qu'on achète de plus en plus. On devient meilleur, on a une meilleure connaissance. Et puis, au fur et à mesure que les maisons se vendent, etc., on a des retours clients. Ça nous permet d'améliorer et puis ça nous permet de tout simplement avoir des meilleurs prix, de discuter avec les fournisseurs, blablabla, tu connais. Donc on achète les matériaux et on les fournit à nos contracteurs, c'est pour ça que la ligne est à part. C'est encore une fois de l'optimisation. Ensuite, le project management, c'est tout le suivi de projet, ok. Tous les gens qui vont travailler sur le projet, qui vont faire les dessins, les 3D, etc., qui vont tout préparer, qui vont faire les achats de matériaux et tout ce que je t'ai expliqué. Le design, il y a une partie design qui est à part, puisque c'est pareil, c'est des gens à part qui font le design, la 3D, c'est des métiers qui sont spéciaux. Sales Momentum Management, c'est les reventes, tout simplement, la pub, etc. etc. Sourcing, c'est toute la partie sourcing de ce qu'on a parlé avant. Pareil, c'est des gens qui sont spécialisés dans le sourcing, et c'est le métier d'acheteur, tout simplement. Contingency, c'est tout ce qu'on n'a pas prévu. Pareil, il y a toujours une petite ligne de contingency parce qu'il y a toujours des imprévus sur un chantier et sur une rénovation. Et Smart Crowd Tech Legal Framework, c'est tout simplement la commission de Smart Crowd, puisque je t'ai expliqué qu'ils mettent à notre disposition leur licence ainsi que leur plateforme tech. Donc ça nous permet tout simplement de les rémunérer eux. Ça nous donne un total. Voilà à quoi ressemblent les coûts sur ces maisons-là. Ensuite, on m'avait dit, et c'est ce que je recherche, voilà. On m'avait dit, ok, donc ça c'est les coûts finalement, les coûts de rénovation. Et ensuite on a dit, mais Yann, du coup, comment vous gagnez votre vie Invest Dubai, c'est ce qu'on va voir maintenant. Juste ici, donc là on a 3 exemples, tu verras dans les investment case, on met toujours 3 exemples de sortie. On met l'exemple, on va dire, le plus réaliste, ok, donc là tu vois on est à 16,56 pour les investisseurs. Ensuite on met un exemple un petit peu plus intéressant, on est à 20,43, et ensuite on met le scénario de rêve où les planètes s'alignent et où tout se passe méga bien, et là on serait à 29% pour les investisseurs. Je rappelle que l'investment case où on vise les fameux 15 et où en vrai on veut faire un petit peu plus, c'est un investment case, c'est-à-dire que ça va être soumis à ce qui se passe. Ça va être soumis à est-ce qu'il y a des imprévus sur le chantier, est-ce qu'on vend mieux, est-ce qu'on vend moins bien, etc. On fait en sorte d'être conservateur. Mais ce que je veux mettre en avant, c'est qu'on nous sommes associés dans le projet. C'est-à-dire que si ça rapporte plus, tout simplement, une fois qu'on découpe après les bénéfices, voilà, je veux dire, il y a des investisseurs, ils sont là, ils ont chacun une part, et suivant la taille de leur part, ils récupèrent plus. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que c'est aussi l'importance des différents montages. On a parlé avant, quelles sont les différences avec le crowdfunding, avec l'immobilier fractionné, avec les redevances, etc. La différence, c'est ça, c'est que tu es associé. C'est-à-dire que si ça rapporte plus, tu as plus. Comment se paye Green Bull? On voit ici la répartition des profits. 60% pour les investisseurs, 2% pour la plateforme, donc ça c'est toujours pareil, c'est Smart Crowd, pour la tech, etc. 38% pour Green Bull. Alors là, j'ai des gens qui m'ont dit, en gros ça fait un 60-40. Pour l'investisseur 60 et 40 pour tout le reste. Et là, il y a des gens qui ont dit, putain, mais les frais, c'est énorme, 40%. Mais les gars, ça, c'est pas des frais. C'est une répartition de profit. C'est-à-dire que c'est pas du tout la même chose. C'est comme si en France, je te disais, ok, je te le transpose, parce que des fois, j'ai pas compris la mentalité de certains. Je te le transpose. En France, je te dis, tiens, j'ai trouvé un bien. Je vais donc rénover un immeuble. Je vais tout faire moi-même. Je vais sourcer les artisans. Je vais faire les achats, faire les reventes, faire les négociations, sourcer les matériaux, faire les designs. Je vais absolument tout gérer. Les relations bancaires, le contrôle qualité, la mise en vente, tout l'administratif. Tu vas absolument rien faire. Tu vas investir là-dedans et on fait un 60-40. Tu prends 60, je prends 40. C'est du full clé en main passif. Est-ce que tu acceptes ou est-ce que tu n'acceptes pas? Je veux dire, je vois autour de moi
un nombre de structurations en marchand de biens énorme. On a un incubateur marchand de biens, on accompagne les marchands de biens. En France, on fait nous-mêmes depuis très longtemps du marchand de biens. Enfin, c'est pas du tout déconnant en association. Normalement, là, tout ce que je te présente, c'est plus un 50-50 qu'un 60-40. Donc, je vois pas où est le problème. Voilà, j'ai absolument pas à rougir de cette structuration-là. Et bon, il y a des gens, peut-être qu'ils avaient pas compris, je sais pas. Voilà. Donc, c'est tout simplement un 60-40. C'est pas vraiment un 60-40, c'est un 62-38. Voilà. Encore une fois, notre but, c'est d'enchaîner, d'aller plus loin et de continuer. Et je pense que c'est complètement win-win. Encore une fois, la beauté des structurations et tout ce que j'ai expliqué plus tôt, le fait qu'on source nous-mêmes les matériaux, le fait qu'on suive, le fait qu'on monte en compétences, le fait qu'on soit sur le terrain, le fait qu'on fasse monter le marché, le fait que le marché monte déjà sans nous, et le fait qu'on soit conservateur sur les rendements, etc. Le fait qu'il n'y ait pas d'impôt nous permet de servir des rendements intéressants, puisque comme on le voit ici, 16,56, pareil, tu calcules. Donc ça, c'est net de tous les frais, des 38%, etc. J'insiste, à chaque fois, les rendements qui sont affichés sont nets de tous les frais. Ce sont des rendements qui vont dans les wallets. Okay, donc le seul frais qu'il y aura, ce qui ne sont pas des frais, ça j'y peux rien, je ne suis pas l'État français, ce sera les 30% de flat tax. Donc sur 16,56, tu enlèves 30%, sur le 20,43, tu enlèves 30%, sur le scénario magique et super optimiste et les planètes sont alignées à 29%, tu enlèves 30%. Et voilà, ça va tu sais à peu près ce qui se passe. Okay, je ne peux pas être plus clair et plus transparent que ça, je fais vraiment mon maximum les gars pour vous donner toute la visibilité. On y retourne, les valeurs ajoutées d'Invest Dubai. Les gens m'ont dit ok, mais alors pourquoi moi je ne viendrai pas sur le terrain, je le ferai moi-même? Pas de problème, viens, fais, il n'y a aucun problème, tu peux. Moi tout ce que je peux te dire c'est que les valeurs ajoutées d'Invest Dubai, elles sont nombreuses. Okay, économie d'échelle, je l'ai dit, on achète les matériaux, on fait des dizaines de maisons. Aujourd'hui, on commence à compter en dizaines de maisons et puis il y a des choses qui arrivent. Tu verras que peut-être un jour, sur le site investdubai.com, on va passer de la 9 à la 25, puis de la 25 à de la 42, etc. Il ne faudra pas vous étonner. C'est juste que si on réinvestit, nous, en parallèle, tout simplement, on fait des sauts. Pourquoi la première maison, c'était la 8, parce qu'il y en a eu 7 avant. Puis ça se trouve, il va y avoir la 8, 9, 10, et puis on va aller à la 30 d'un seul coup, parce qu'on en a acheté 20 à côté. Bref, on est chaud, on est énervé, et donc ça génère des économies d'échelle. Donc les valeurs ajoutées, économies d'échelle. Connaissance du marché, présence chaque jour. Chaque jour, il y a des gens qui sont là sur les chantiers, les travaux. On est capable de scaler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est en place pour scaler fort. C'est-à-dire aujourd'hui, tu me dis demain, Yann, je sais pas, comme d'ailleurs c'est le cas, si je sais, il y a un gros investisseur, demain il arrive, il pose 50 millions de dollars, pas de problème. On peut gérer 25 maisons en simultané aujourd'hui en chantier. Ce qui n'arrive jamais, puisqu'il y a toujours le calendrier s'enchaîne. Mais même si ça arrivait, on est capable aujourd'hui de gérer 25 chantiers en même temps et de livrer les maisons en 8 mois, tout compris, acheter, négocier, autorisation, travaux, vente. Il faut savoir que la partie travaux, elle est plus courte que ça. La partie travaux sur les maisons, et vous le voyez sur les autres vidéos et notamment sur les vlogs, on parle de 4 mois. Ça va très vite. Ici, il y a beaucoup de gens sur les chantiers dans une maison. Parfois, il y a 50 mecs qui sont en train de bosser, tous, corps de métier, etc. Bon, bref, c'est encore un marché qui est différent. Réactivité, adaptabilité. C'est-à-dire qu'on me dit, ouais, le marché, on va le voir après, le marché immobilier à Dubaï, il bouge, il est volatile, c'est un marché qui est pas mature. Oui, on est d'accord. On est là tous les jours. On connaît tout le monde, tous les agents immobiliers, on leur parle. Le nombre de maisons qu'on achète, qu'on revend. Et en plus, les données ici sont accessibles. On sait exactement ce qui se vend, quand, comment, combien. On sait même ce qui se loue. Et sur le flip, la beauté du flip, c'est justement d'être adaptable, d'être réactif. C'est-à-dire que demain, tu vois que le marché se pète la gueule. Un flip, c'est quoi? C'est combien j'achète, combien je revends, et au mieux, j'ai une marge. D'accord? Quand le marché monte, et c'est le cas aujourd'hui, on achète de plus en plus cher parce qu'on accompagne. Donc nos prix d'achat sont plus chers, mais nos prix de vente sont plus chers. Quand le marché descend, faut juste qu'on soit réactif, que nos prix d'achat soient moins chers et que nos prix de vente vont être un peu moins chers, mais grâce à la valeur ajoutée des travaux et du luxe qu'on fait, puisque le but du jeu c'est quand même de faire des produits d'exception, on arrive à se rattraper. Alors bien sûr, si ça dégueule complètement, qu'est-ce qu'on fait? On fait une pause tout simplement, on arrête, on dit stop. Mais la beauté du flip, c'est justement qu'on n'est pas exposé au marché très longtemps. Si tu achètes une tour entière et tu dis je vais la garder 20 ans, si le marché se pète la gueule, c'est un peu chiant. Si tu fais des flips et que tu es exposé 6 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois, 1 an à l'immobilier, tu as quand même vachement moins de risques. Donc ça, c'est une vraie valeur ajoutée. Et c'est pour ça qu'en ce moment, on adore les flips parce que le marché, il tire.
En fait, quand le marché est extrême dans un sens ou dans l'autre, les flips sont super intéressants. Et quand le marché est un petit peu flat, un petit peu plat, c'est peut-être plus le hold qui devient un petit peu plus intéressant. En termes de risque-rendement ajusté, je parle. Et également, notre valeur ajoutée, c'est la force de frappe, le market share. Et tu le verras, tiens, je vais t'afficher un truc, je te garantis que ça, c'est quand même impressionnant. Dans l'investment case, on a mis un échange de SMS, là, de WhatsApp, qu'on a eu avec des agents immobiliers. Okay, donc ça, c'est les agents immobiliers qui nous parlent. Et là, le gars nous dit, les gars, je vous adore, je l'ai dit depuis le début, que vous alliez changer le marché, et vous l'avez fait. Tout le reste des propriétaires de GI, donc c'est le quartier dont on parle, devraient vous payer des royalties. Pourquoi ? Parce qu'on a fait monter les prix de marché, parce qu'on a prouvé tout simplement qu'on pouvait faire des transactions plus chères, des maisons plus belles et du luxe, et qu'il y avait une demande de malade. Good morning guys, salut machin. Malheureusement, quelqu'un a battu votre prix. C'est-à-dire qu'on avait fait la plus grosse vente historique jamais faite dans ce quartier. Et là, il y a un autre gars qui a battu. Donc il y a une autre maison qui s'est vendue plus cher, 19,7 millions. Les prochaines, je pense qu'on va rebattre et qu'on va aller vendre plus haut. C'est très bon signe. On s'en fout d'avoir le plus gros prix de vente. Ce qui nous intéresse, c'est que le marché soit dynamique. Donc c'est méga bon signe qu'il y a un mec qui nous ait battu. Tant mieux, battez-nous, allez-y, on continue, on enchaîne et on vend plus cher. Bref, ça c'est nos valeurs ajoutées, d'être présent sur le terrain et de savoir de quoi on parle, ou en tout cas de faire en sorte de suivre le plus possible. Maintenant, faisons le point sur le marché immobilier de Dubaï. J'ai vu tout et son contraire. Le marché il monte, le marché il descend, le marché il est fou, le marché il n'est pas fou. Alors, comprends que, je répète, si t'étais pas là en début de vidéo, le pays, the fucking country, de tout le pays, a 50 ans. Un peu plus de 50 ans. Il n'y avait rien il y a 50 ans. Rien. Un désert. Il y a encore 20 ans, il n'y avait toujours pas grand-chose. Amuse-toi à taper sur Internet Dubaï avant, après, années 2000, 2010, machin. Tu vas voir, il y a des endroits, le Burj Khalifa, etc. C'est fou. Donc la ville évolue très vite. Qui dit très vite d'évolution rapide, dit qu'il y a en effet beaucoup de spéculation, en effet beaucoup de volatilité, mais également énormément d'opportunités. Alors il y a eu une période très Far West, où en effet c'était la guerre. Ça monte, ça descend, spéculation, etc. Comme tous les pays, parce que 50 ans, c'est en même temps pas beaucoup, et en même temps ça commence à être un petit peu, ils ont commencé à légiférer, notamment à interdire certaines pratiques d'achat-revente trop rapide, de trucs sur plan, etc. Donc ils ont légiféré, ils ont mis quelques taxes comme on l'a vu, etc. Ça a calmé le marché. Et là, le marché est en train de prendre une certaine maturité. Alors, il est loin d'être mature comme le bon vieux marché français, le bon vieux marché anglais, américain, etc., qui sont des économies à l'ancienne, mais il est en train de prendre une certaine maturité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe maintenant. Ce qui se passe maintenant, c'est ça. La presse, ici, tous les jours, toutes les semaines, c'est ça. Le marché a besoin urgemment de nouveaux projets neufs. Alors, pourquoi je m'intéresse également aux neufs ? Parce que tout simplement, s'il y a besoin de nouveaux projets neufs, je te mettrai tous les liens en dessous. S'il y a besoin de nouveaux projets neufs, forcément, ça veut dire qu'il y a besoin tout simplement de nouveaux appartements, de nouvelles maisons, de nouvel immobilier. S'il y a besoin de nouvel immobilier, c'est pas au hasard. Dubaï, c'est beaucoup comme ça. En effet, ils ont énormément construit dans les années 2000 notamment, 2000-2010, parce qu'ils avaient de la vision. Il fallait attirer du monde. Au début, il n'y avait personne. Enfin, je veux dire, il y a 20 ans, qui parle de Dubaï ? Personne. C'est encore un espèce de truc dans le désert avec des mecs qui ont un peu d'argent à cause du pétrole et puis qui essaient de faire une ville. Donc forcément, ils investissent énormément, massivement, ils font péter des tours de partout, elles sont vides, il n'y a personne, il y a de la spéculation, ça monte, ça descend, il n'y a pas de vraie traction. Et donc, il y avait énormément de vacances locatives et une surabondance tout simplement de biens immobiliers. Et puis le marché s'est purgé, le Dubaï devient le Dubaï que tu connais de plus en plus avec une vraie traction, des entrepreneurs qui viennent, des investisseurs qui viennent, des chefs d'entreprise qui viennent, beaucoup de gens riches qui viennent, on verra les chiffres. Et donc, tout simplement, le marché se purge, les choses s'achètent, se vendent, les gens viennent, les gens louent. Là, on assiste de plus en plus, avant jusqu'à il y a encore quelques années. Même nous, quand on est arrivé, les gens faisaient des allers-retours sur Dubaï. Et nous, les premiers, on disait on va y aller quelques années, monter nos trucs, après on partira. Et là, maintenant, pour habiter ici, encore une fois, et tu le verras dans la presse, les gens sont en train, le temps moyen où les gens restent sur Dubaï est en train d'augmenter et les gens sont en train de plus en plus, et d'en parler ici, de rester de longues années. Avant, tu venais pour 2 ans, pour 5 ans. Maintenant, tu t'y vois largement 10 ans, voire même plus. Voire même faire ta vie. Donc forcément, ça entraîne des achats immobiliers plus importants,
des durées locatives plus longues, etc., etc. Et ça entraîne tout simplement le marché immobilier. Ça, c'est la trend qu'on voit aujourd'hui. C'est pas moi qui l'invente, c'est celle qu'on voit. Le marché voit une augmentation de 37% des ventes en août. Mais ça, on le voit tous les mois. C'est-à-dire que les appartements et les villas continuent à entraîner le marché de Dubaï. Le marché a encore vu en juin un record de vente, etc., etc. Un record mardi, 435 millions de dollars uniquement mardi, uniquement dans une ville. Le marché, moi, ce qui est rigolo aussi, ce qu'il faut quand même se rendre compte, c'est que on va voir les courbes. Tiens, regarde, les courbes, c'est ça. Elle est où ma courbe? Les prix de l'immobilier à Dubaï, voilà. Ils sont volatiles. On va en parler après, on va la commenter, ok? Et il y a des gens qui font des parallèles, qui disent ok, mais t'as vu ce qui s'est passé en 2004, en 2007, en 2000, etc. Là, on a les chiffres des ventes, les amis, comprenez quand même. On a les chiffres des ventes, là par exemple en août, ok? Juste le mois d'août, d'accord? On va zoomer. Qu'est-ce qui s'est passé en août 2000? En août 2000, on est en milliards. Hein. Donc là, il y a 85 millions d'échanges immobiliers, de ventes immobilières, et 41 transactions. Ok? Juste qu'on comprenne. En 2010, on a quasiment 6 milliards et 3500 transactions. Ok? C'est plus. En 2020, on est à 20 milliards et 8400 transactions. Donc on ne peut même plus comparer ces deux marchés. C'est-à-dire que, qu'est-ce que tu vas me comparer 20 milliards de transactions dans le mois contre 85 millions? Comment comparer 41 transactions contre 8400? C'est impossible, tu vois. Si on prend pré-Covid, ok, puisque comme toutes les économies du monde, quand il y a eu le Covid, ça a été la guerre ici, comme partout, et en plus il n'y a que des expats, donc en effet ça a été compliqué, comme plein de pays. Si on regarde avant le Covid, tiens, regardons en 2018, tiens, on est à 2 ans avant. 4 milliards de transactions, 1600 biens vendus. Aujourd'hui, on est à 20 milliards et 8400. C'est-à-dire qu'on ne compare même plus le marché au pré-Covid. La meilleure année, 2016, 10 milliards, 3000 transactions. On est au double, 20 milliards et 8000 transactions. Plus du double sur le nombre de transactions. On parle que du mois d'août. Hein. Là, ici, on a les chiffres annuels, c'est la même chose. Regarde. Les 8 premiers mois, là, de janvier à août, 155 milliards, 58 000 transactions. Si je prends les 8 premiers mois de l'année en 2000, 1 milliard 647 transactions. Le marché ne veut plus dire la même chose. Ne serait-ce qu'en 2018, 50 milliards contre 155, le marché a triplé. 21 000 contre 68 000, le marché a triplé. Ok? C'est pour ça que je dis que le marché n'est pas mature. Ok? Première chose. Ensuite, deuxième chose. En effet, le marché est volatile. Là, on voit de 2008 à 2022. D'accord? Donc en effet, il se passe des trucs. Alors en 2008, hein, comme toutes les économies du monde, spéculation puis crash. Ensuite, ça latéralise. Ensuite, on a augmenté 2013-2014. Ensuite, on a tranquillement baissé. Mais moi, ces baisses-là, elles me font même pas peur. Hein. Et encore aujourd'hui, il y a la même baisse, on s'en fout. Je veux dire, si on fait du flip, on s'adapte. C'est pas parce que ça baisse qu'il n'y a pas d'affaires à faire. Et puis, depuis 2020, on est reparti à la hausse. Mais je rappelle que le marché, en fait, avant 2018, donc avant ici, avant les 3/4 de ce graphe-là, ça veut rien dire. Il y a zéro. Oui, c'est volatile en 2008. Il n'y a pas de transaction. Il y a 3 ventes un peu plus chères ou un peu moins chères, et bien sûr que ça fait bouger le marché. C'est comme si je te prends une action qui est volatile, tu vois. Enfin, qui est une action qui n'a pas de liquidité, ou une crypto qui n'a pas de liquidité, c'est la même chose. Je me suis amusé également à comparer le marché français, parce qu'on me dit oui, mais le marché français, il est plus équilibré, il monte tout le temps. Ok, ça c'est la courbe long terme du marché français. De 1996 à 2020. Ok, il monte. Ça c'est la courbe 2007-2019. En noir, c'est Paris. En gris, c'est les 10 plus grandes villes de France. En bleu, là, c'est la France entière. En orange, c'est les 50 plus grandes villes. Et en vert, les zones rurales. Et ici, c'est le point zéro. Okay. C'est en base 100. De 2007 à 2009, ça s'est aussi pété la gueule, hein, comme partout. Hein. Ensuite, ça a remonté. Pas dans toutes les zones. On a une grande partie de la France qui a latéralisé, qui a baissé, mais faiblement, et pourtant on n'a pas dit c'est le crack, au secours, il n'y a aucune bonne affaire à faire. Est-ce que tu penses que là, on est aux alentours de 2016, 2015, 2016, 2017, pourtant les prix France entière baissent, les 50 plus grandes villes de France baissent, faiblement, mais baissent,
Faiblement, hein, on parle de 5%. C'est faible, mais ça baisse. Est-ce que en 2016-2017, à ton avis, c'était plus dur ou plus facile que maintenant? Moi, quand je lis les gens maintenant, quand je regarde sur Internet, ils disent tous oh là là, l'immobilier c'est fini, c'est dur en France, c'est compliqué, les banques prêtent plus, blablabla. Ah ouais, 2017, 2001, c'était trop simple, c'était génial, c'était l'Eldorado. Ben pourtant, les prix étaient en baisse. Faiblement, certes, personne ne s'en rendait compte, mais ils étaient en baisse quand même. Donc, les prix de l'immobilier ne sont déjà, 1, pas à étudier de la même façon suivant les économies, 2, à étudier sur la même période, 3, faire attention au volume, et 4, faire attention à ce qu'on regarde. Parce que tu vois, les prix France entière, 50 plus grandes villes, ils étaient en faible baisse. Les prix Paris, ils étaient en baisse aussi, mais ils avaient explosé. Tu vois. Et là, sur la deuxième explosion, les prix Paris, ils explosent plus, forcément. Quand c'est plus cher, ça monte plus haut. Quand c'est plus luxueux, c'est plus demandé. Parce que la typologie d'acheteurs n'est pas la même. On fait exactement la même chose sur les flips à Dubaï. Pourquoi est-ce qu'on fait des flips sur des maisons de luxe? Parce que la typologie d'acheteurs n'a rien à voir. La typologie d'acheteurs, c'est des gens cash. Quand tu achètes une maison 5 millions, tu la payes 5 millions, 5 millions 2, 4 millions 9, t'as rien à taper. Si c'est un coup de cœur ta maison, si t'es là, tu l'aimes, tu veux l'acheter, t'as décidé, c'est la tienne, tu FOMO, ben tu FOMO quoi, t'achètes. Donc c'est aussi pour ça que ça se défend mieux. C'est aussi pour ça qu'on s'est mis pour la partie flip sur la niche du luxe. Ok. Je pense qu'on est assez clair sur le marché immobilier de Dubaï. Maintenant, tout de suite maintenant, il est orienté à la hausse. Et on en profite, tout simplement. Et si demain, il se remet à être orienté à la baisse, on s'adaptera, tout simplement. Le point sur les risques. Les risques, et ensuite on fera le point sur le change, et on sera arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que j'aurai répondu à tout le monde. N'hésite pas dans les commentaires à poser tes questions, soyez constructifs s'il vous plaît, et je serai ravi de répondre. Les risques, j'en ai 4. Le premier, c'est en effet, Dubaï arrête d'attirer du monde. Demain, je ne sais pas pourquoi, il y a un truc, les gens ne viennent plus à Dubaï. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne viendraient plus? Je ne sais pas. Moi, quand je vois comment ça se passe, je ne comprends pas comment ils ne viendraient plus. Quand je vois ça, où aujourd'hui, la migration, ça c'est les flux migratoires des millionnaires, ok, millionnaires et plus, ok, high net worth. Où est-ce que les millionnaires s'installent le plus cette année? C'est à Dubaï. Enfin, aux yeux à eux, ok. Mais Dubaï étant la plus grande ville et là où il y a le plus de traction. 4000 millionnaires, rien que millionnaires, qui arrivent en ce moment. En Russie, forcément, il y en a 15 000 qui partent, on sait ce qui se passe. En Suisse, par exemple, pour comparer, 2200 qui arrivent. Aux États-Unis, 1500 qui arrivent. Au Brésil, 2500 qui partent. En Australie, 3500 qui arrivent. À Singapour, 2800 qui arrivent. En Inde, 8000 qui partent. Donc, c'est le plus gros flux migratoire. En termes de prix au mètre carré, on est moins cher que Mumbai, on est moins cher que New York, on est moins cher que Londres, on est moins cher que Singapour. Quand les riches de tous ces pays arrivent, je vois pas à quel moment ils vont pas trouver ça cheap. Mets-toi à la place d'un mec, t'as 50 millions. T'arrives à Dubaï. À New York, pour 5 millions, t'avais un appart de 80 mètres carrés bien placé, avec une jolie vue. À Dubaï, pour 5 millions, t'as une maison de malade, vue skyline, un truc super luxueux, trop stylé, rénové, neuf, t'as rien à faire. Forcément, t'achètes les yeux fermés. Qu'est-ce qui se passe quand t'achètes les yeux fermés? Tu fais un petit peu monter le prix. En tout cas, tu participes au truc. Et si 5000 personnes ont le même raisonnement, les prix montent. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Donc oui, il y a ce risque. Il existe. Il est réel. Que Dubaï arrête d'attirer du monde. Mais aujourd'hui, c'est pareil, on va le voir venir. Tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Dubaï attire du monde. Aujourd'hui, Dubaï attire le plus de monde dans le monde. Pour moi, les économies futures, sans parler de Dubaï, c'est tout le Middle East et l'Afrique. Et l'Asie. C'est-à-dire que si tu me dis, ok Yann, t'es au casino, rouge ou noir, tu paries sur quoi? Tu paries sur Middle East, Afrique, Asie, ou tu paries sur la vieille Europe, les États-Unis? Je parie 100 fois sur Middle East, Afrique, Asie. Pourquoi? Parce que c'est des économies en développement, tout simplement. Et dans l'histoire de toutes les économies en développement, on l'a toujours vu, les économies en développement affichent des pourcentages de développement plus importants que les vieilles économies, tout simplement. Donc la vieille Europe, les États-Unis, etc., c'est pas mal. Je dis pas, encore une fois, c'est pas noir ou blanc, mais je parie plus sur ces économies-là. Donc premier risque. Deuxième risque, la baisse du marché immobilier. Mais comme on l'a vu, le fait de faire des flips, en grande partie, nous protège de cette baisse-là. Mais oui, c'est un risque qui est réel. En effet, si demain ça se met à baisser, il faudra s'adapter. Troisième risque, la guerre. Et notamment l'escalade soit du conflit actuel en Europe, soit une autre guerre. En effet, quand il y a une guerre, c'est la merde. Toujours est-il que s'il y a une guerre, et s'il y a l'escalade de la fameuse guerre actuelle, et qu'on vient sur la vraie escalade, celle qui ne fait pas plaisir, ça sera le dernier de nos problèmes, l'investissement. On sera en mode guerre nucléaire et
Voilà, on s'en fout. Voilà, donc c'est un peu noir ou blanc, quoi. Mais le risque de guerre, il est là, il existe. Est-ce qu'il est extrêmement important? Je suis pas sûr. On est surtout en train de faire des effets d'annonce et de montrer les muscles, parce que le monde entier sait que on peut pas se permettre d'avoir une vraie guerre mondiale ou un vrai conflit, parce que ça mène tout simplement à l'extinction de la race humaine. Donc c'est un petit peu compliqué. Et on a le quatrième risque que certains pourraient avancer, et je voulais en parler, les taux. Voilà, les taux montent partout. Donc quand les taux montent, les gens peuvent emprunter un petit peu moins, donc du coup ils peuvent acheter un petit peu moins, donc ça fait que forcément ils achètent moins grand, et ça peut driver un peu les prix vers le bas, même si c'est pas le seul facteur, on en reparlera. En effet, alors la beauté de ça, c'est que notre typologie d'acheteurs, encore une fois, est un acheteur luxe, un acheteur en tout cas sur le flip, un acheteur luxe, un acheteur qui ne regarde pas trop les prix, et qui surtout, même s'il regarde les prix comme tout le monde, il ne fait pas de prêt. Donc lui, que les taux montent, c'est même une meilleure rémunération sur son argent, donc ça ne nous change pas grand-chose pour ce qu'on vise. Point suivant et dernier point, les copains, sur le taux de change euro-USD et toutes les stratégies associées, notamment comment pas se faire avoir. Il y a des gens qui m'ont dit « Yann, c'est un scandale, j'ai envoyé des euros sur Invest Dubai, ça m'a pris je sais pas combien de pourcents de frais. » Alors comme c'est écrit partout, s'il vous plaît, lisez les FAQ et regardez les tutos, écoutez ce qu'on dit. Si tu envoies des euros ou des dollars, ou de la monnaie du Zimbabwe dont je ne connais pas le nom, ou peu importe quelle monnaie, des roubles, tout ce que tu veux, la banque réceptionnaire, ici, va convertir. Et si elle convertit, elle te met les frais de malade, et elle te met le taux de change avec le spread qu'on connaît, etc. Donc oui, tu te fais défoncer. Comme on explique partout, il faut envoyer des dirhams, des AED. Si tu envoies des AED, tu as absolument zéro frais. Aussi simple que ça. Donc s'il vous plaît, envoyez des AED. Pour envoyer des AED, il n'y a pas 50 000 solutions. Ta banque classique, papa, maman, BNP, Crédit Agricole, en général, ils vont cligner de l'œil. Qu'est-ce que vous faites? Vous envoyez de l'argent à Dubaï, des AED, ils vont devenir fous. Pourquoi? Parce qu'ils sont un peu à l'ancienne et c'est comme ça. Bon, on ne va pas refaire le débat sur les banquiers français. Donc utilise tout simplement des banques en ligne ou des banques qui sont friendly avec les multidevises. Alors nous, on en conseille deux. Pas du tout parce qu'on est partenaire ou pas du tout parce qu'on a un intérêt, mais tout simplement parce qu'on voit que la majorité de nos clients qui l'utilisent, ça fonctionne plutôt bien. Il y a Revolut qui permet de faire ça, de changer très facilement son argent et de l'envoyer. Et il y a aussi TransferWise, qui n'est d'ailleurs pas une banque, qui s'appelle Wise maintenant. C'est même plus TransferWise, c'est Wise. C'est un truc de paiement, c'est même pas une banque, tu envoies depuis ta banque, tu changes et hop, tu renvoies la monnaie que tu veux. Et ça coûte quasiment rien, il y a très peu de frais. Et ça marche bien. Et en plus, tu n'as pas le problème de la banque qui met du temps, qui a peur, etc. Je sais qu'il y a des banques, encore une fois, il n'y a pas de partenariat, il n'y a rien, comme Boursorama qui permet de le faire, enfin qui permet de faire le change pas trop cher parce qu'ils sont pas mal compétitifs sur les frais, mais qui eux ont peur sur les virements. Donc t'envoies un virement à Dubaï, ils sont là, mais il va où votre argent? Ça c'est pareil, c'est la maladie française, t'as pas le droit de faire ce que tu veux de ton argent, c'est comme quand tu investis dans les cryptos. Parenthèse, mais bon, c'est insupportable. Donc utilisez des banques ou des prestataires qui sont friendly. Moi je vous conseille Revolut ou Wise pour en utiliser d'autres, mais à la fin, soyez très conscient d'envoyer des AED. On investit en AED et sinon vous allez avoir des frais. Ok, première chose. Deuxième chose, l'AED, je vous l'ai dit, il est pegué à l'USD. Ça veut dire que son taux de change est collé à l'USD. C'est-à-dire que c'est l'USD. C'est comme si quand tu regardes l'euro USD, c'est comme si tu regardais l'euro AED. C'est la même chose. L'USD monte, l'USD baisse, l'AED baisse. Donc, en fait, quand on investit en AED, on s'expose en dollars. C'est comme si on investissait en dollars. Ok. Sauf que bien sûr, pour des raisons légales et de régulation, ici on investit en AED. Mais ici, même tout le monde compte en USD. C'est la même chose, ok? On n'a pas de problème de change. Comme par exemple l'euro et l'USD en ce moment. Donc certaines personnes disent « Ah, c'est super bien parce qu'on s'expose en USD ». D'autres personnes disent « Ah bah ouais, mais c'est chiant parce que ça me fait des USD ». Alors ma vision là-dessus, c'est que je pense que c'est très bien, et d'ailleurs les plus gros investisseurs du monde, les personnes les plus riches, les gestionnaires de fonds, les familles, tout ce que tu veux, sont exposés dans plusieurs monnaies. Pourquoi? Justement, s'il y a des différences de taux de change, pour ne pas être impacté et se faire défoncer. Là, quand je vois l'euro USD qui il y a encore quelques mois est à 1,20, 1,30 et qui aujourd'hui est en dessous de la parité 1 pour 1, 1 pour 0,98, etc. et on ne sait pas jusqu'où ça va aller, ça veut dire que tu as perdu 30% de ton argent, tu vois, en même pas un an. Donc le fait d'être exposé sur plusieurs monnaies évite ça, tout simplement.
Et moi, ce que je recommande aux investisseurs, après chacun fera ce qu'il veut, c'est en effet d'avoir une exposition en USD. Donc là, en AED. Pourquoi? Parce que quand tu es exposé en USD, bah voilà, si l'USD se porte bien, on parle quand même de la monnaie qui est réserve mondiale. C'est-à-dire que l'USD, c'est pas n'importe quelle monnaie. C'est même plus une monnaie nationale. Enfin, c'est même pas une monnaie nationale depuis toujours, depuis Bretton Woods. C'est une monnaie mondiale, c'est une réserve mondiale. C'est une monnaie qui est extrêmement forte en termes de flux, qui n'a absolument rien à voir avec les autres, qui est beaucoup plus utilisée. Tous les settlements sont faits en USD, que ce soit pour le pétrole, pour l'or, etc. C'est genre, oui, il y a des théories complotistes de machin, ça va... Non. La réalité, c'est que l'USD a toujours été la monnaie la plus forte du monde, et encore aujourd'hui, on le voit encore aujourd'hui. Donc d'avoir une exposition en USD, c'est une bonne idée. Et quand bien même un jour, ça serait plus la monnaie la plus forte du monde, ce ne sera pas du jour au lendemain, on va le voir venir. Mais aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, c'est la monnaie la plus forte du monde. Donc d'avoir une exposition en USD, à mon avis, c'est une bonne idée. Et de l'avoir à long terme, à mon avis, c'est une bonne idée. Peut-être, je sais qu'il y a des gens qui adorent DCA, et je pense que DCA sur Invest Dubai, c'est une bonne idée. C'est-à-dire que j'investis sur un flip, et puis il y a un autre flip qui arrive, je DCA le mois d'après, et puis je récupère mon argent du premier, je réinvestis, je fais grossir ma boule de neige. Et puis peut-être que quand j'ai fait 2-3 flips, tiens, je mets 10% de la somme sur le hold, le reste je le réinvestis, bref. Et puis hop, je fais venir du DCA. Pour moi, c'est ces poches-là, qu'elles restent en USD, c'est une bonne idée. C'est-à-dire que, ouais, je touche de l'argent, je touche des AED, je mets sur mon wallet, je réinvestis, et puis je reste 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, peu importe. Et je garde je ne le change même pas en euros. J'en ai pas besoin pour vivre, je suis un investisseur, et je suis exposé de plus en plus à l'USD jusqu'à atteindre une poche d'exposition intéressante sur mon patrimoine qui fait que je suis bien équilibré. Et ça, je pense que vraiment, ça serait intéressant à faire pour tous les Européens. Et il y a certaines personnes qui disent « Oui, mais alors du coup, l'euro est tellement descendu qu'il peut que remonter. » Alors, je suis pas sûr qu'il soit déjà à la cave aujourd'hui, et c'est pas parce qu'il est descendu qu'il peut que remonter. Et quand bien même demain il remonte à 1,20, ça va pas se faire du jour au lendemain. Ça se trouve, ça prend 10 ans. Enfin, amuse-toi à regarder le change de l'euro USD depuis la création de l'euro. C'est pas des mouvements super rapides, quoi. C'est 1, de 1,20, il se passe 8 ans. 1,20, tu vois. Sauf quand il y a une vraie crise comme en ce moment, c'est très lent, tu vois. Donc, pareil, je pense que c'est une bonne idée. Chacun y verra midi à sa porte, mais je pense que c'est plutôt une bonne idée. Et on est pas mal, hein, les copains. Bon, je pense qu'on a pas mal fait le tour. S'il y a encore des questions, posez-les-moi dans les commentaires. Ou s'il y a encore une question, le mieux, hello@investdubai.com. C'est le mail du service client. Si tu as un problème de passeport, de machin, de réponse aux emails, de spam, de tout ce que tu veux, de ma banque, je comprends pas, de n'importe quelle question, hello@investdubai.com. Ça sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Tu peux aussi bien sûr poser tes questions dans les commentaires. Et voilà, je vous ferai suivre avec le temps. Hein. Il y a souvent des vidéos sur cette chaîne de visites de chantier, etc. Très bientôt, il y a de nouvelles choses qui vont sortir. J'espère avoir répondu du mieux possible à toutes les questions qui restaient, avoir été transparent et sur notre stratégie, et sur notre façon de faire, et sur les frais, et sur les coûts, et sur le rendement, et sur les comparables, sur les partenaires, sur la totalité. Je pense que j'ai fait du mieux que je peux. L'avenir, c'est nous. À bientôt. Ciao la team.